Tantôt, elle la revendique, tantôt, elle la regrette. Parfois, elle l'aime, mais parfois, elles en souffrent tout autant. Les femmes et la solitude entretiennent une relation compliquée, les unes souhaitant la rompre, cette solitude, tout en craignant la rencontre. Alors, que nous disent les chiffres ? Eh bien, une étude de l'INSEE montre qu'à partir de 40 ans et jusque dans le grand âge, la solitude toucherait de plus en plus et beaucoup de femmes et de plus en plus de personnes, évidemment, d'hommes et de femmes, mais de plus en plus de femmes quand même. J'espère que vous m'avez compris. Trop de féminisme rend-il les femmes de plus en plus seules ? Question que je vais poser à mes trois invités dans cette émission Quête de sens sur RCF et sur Radio Notre-Dame. Bonjour Eva Guerland. Bonjour. Ravi de vous voir récidiver dans cette émission Quête de sens. Parlez bien dans votre micro, vous qui êtes agrégée docteur en lettres, vous êtes également maman, vous êtes enseignante dans un collège de la région d'Île-de-France. Vous avez publié chez l'Artilleur en 2023 Un prof ne devrait pas dire ça, mais vous êtes là pour cet ouvrage L'effacement des mères du féminisme à la haine de la maternité, qui est paru tout récemment aux éditions. J'ai même pas toujours marqué les l'Artilleur. ans. C'est toujours la même famille, voilà, chez l'Artilleur. Nous sommes également en compagnie de Pauline Arrigui. Bonjour Pauline. Bonjour Marie-Ange. Récidive également, vous êtes journaliste, spécialiste des questions liées aux femmes et à la bioéthique. Vous êtes professeur et votre dernier ouvrage, Les ravages du genre aux éditions du Cerf. Et enfin, Pauline Quillon. Bonjour Pauline. Bonjour Marie-Ange. Vous êtes toujours journaliste société à Famille Chrétienne. Vous avez publié un ouvrage Enquête sur la dysphorie du genre, publié chez MAM. Et on peut le mentionner également, vous êtes l'auteur d'un dossier, d'un papier, en tout cas au cœur d'un dossier consacré à la natalité dans Famille Chrétienne, qu'on peut lire évidemment. Un discours croisé, une rencontre avec Madame Durano, si je ne me trompe pas. Avec Marianne Durano, en effet, qui fait paraître Naître ou le néant. Là, que nous allons recevoir dans l'émission. Voilà, un très bon livre. Et elle est en discussion avec Jean Birnbaum, qui avait publié un très beau livre aussi, Seuls les enfants changent le monde. Et c'est un livre qui a déjà 1 an, mais qui est encore complètement d'actualité. Donc, il croise leur approche avec des traditions philosophiques et spirituelles très différentes. Ça donne lieu à un dialogue vraiment très touchant, très beau, à découvrir bientôt. Alors, nous allons quitter un tout petit peu, alors pas forcément tout au long de l'émission, puisqu'on peut être seul et avoir des enfants, mais c'est vrai que voilà, trop de féminisme rend-il les femmes de plus en plus seules. Alors pourquoi cette émission ? Parce que je me suis rendu compte qu'on recevait une grande littérature autour de la solitude des femmes. Les hommes, on en parle un peu moins. Peut-être est-ce tabou, peut-être que dans 10 ans ou dans 2 ans, on en parlera plus, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Dans les magazines féminins, je n'en parle même pas. Et il y a presque un engouement, il y a quelque chose d'esthétique, Pauline, dans le fait de, voilà, on voit des femmes maintenant, alors des actrices ou des femmes qui prennent de l'âge, qui sont super jolies, qui ont une vie qui a l'air très sympa, qui sont sur les réseaux, qui animent des chaînes, voilà, qui ont des comptes hyper suivis. Bref, elles font rêver, quoi. On a envie d'être elles. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est plus la femme à chat, quoi. Oui, après, il y a plusieurs aspects. Évidemment, c'est positif le fait de dire qu'une femme n'a pas besoin d'être mariée pour avoir une existence sociale, qu'on peut survivre économiquement aussi sans être mariée. Bien sûr, oui, il y a eu historiquement un vrai affranchissement des femmes. Après, ça pose aussi d'autres questions, c'est-à-dire que la question des choix personnels, la question des choix individuels, est-ce qu'on peut se satisfaire de ça ? Trop de choix individuels, ça donne aussi peut-être une solitude pas vis-à-vis de son compagnon ou de son mari, mais vis-à-vis de la société en général. C'est aussi le féminisme implique une liberté individuelle, et c'est très bien qu'on ait le droit de divorcer, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi être face à des choix qui sont très difficiles, et en face à une société qui n'est pas là pour soutenir les femmes qui peuvent faire le choix d'élever des enfants seuls, d'avoir, par exemple, elles font le choix de garder un enfant qui a un handicap. Que fait la société en face ? Donc c'est ça, moi, que je verrais, c'est la solitude vis-à-vis de la société en général. Ouais, choisi, subi, la frontière est ténue. Eva Guerland, qu'est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, j'étais très intéressée par la question que vous soulevez pour l'émission, et je pense que cette solitude est double parce que est très liée au féminisme, au militantisme féminisme, puisque celui-ci, depuis quelques décennies maintenant, il me semble, pousse les femmes en fait à la fois à se détourner des hommes, en entretenant en fait un schéma on parle souvent de lutte des sexes, carrément maintenant,
en entretenant une idée d'une hostilité, d'un affrontement qui existerait entre les sexes. Et par ailleurs, il les détourne aussi de la maternité. Il les détourne du fait de faire des enfants. Donc, forcément, une femme qui est sans homme et sans enfant, elle est très seule. Ça me paraît un point intéressant à soulever, en tout cas sous cet angle-là. Et effectivement, avec des situations sociales qui peuvent être assez dramatiques, puisque la famille monoparentale, donc notamment le cas de la femme qui élève seule ses enfants, on sait aujourd'hui que ce sont les foyers les plus précaires de France. Ouais. Donc, ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un système d'aide à mettre en place, etc. Il y aurait certainement des choses à faire, mais il faut d'abord se poser la question que vous souleviez, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment souhaitable, en fait? Est-ce que ce schéma de vie est vraiment souhaitable a priori? Il faut savoir aussi que sur la question du divorce, dans 75% des cas, c'est à l'initiative de la femme. Donc, il y a vraiment, en fait, une dynamique de rejet chez les femmes qui sont poussées, alors dans l'idée de s'émanciper, qui est une idée positive a priori, mais qui devient finalement essentiellement négative, puisqu'on détruit la cellule familiale, on se détourne de la maternité, on se détourne des hommes qui sont perçus comme des adversaires, incarnant le patriarcat, etc. Et la prédation. Et on se retrouve dans des schémas en fait assez de solitude, assez dramatiques à affronter, notamment des conditions économiques très difficiles. Mais ouais, alors je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, Pauline Quillon. C'est vrai que la femme seule maintenant fait presque rêver quand on la voit dans les magazines féminins. Je ne sais pas comment positionner là-dessus. Il y a quelque chose comme ça. En fait, il y a une forme de glamourisation. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais si, c'est très bien. de la femme seule qui est présentée comme une femme victorieuse, la femme forte, l'anti-Bridget Jones, celle qui est seule et qui est bien heureuse de l'être parce qu'elle n'a pas renoncé à une vie sexuelle épanouissante, elle s'éclate, elle se cale finalement sur un modèle ou un fantasme de développement qui était plutôt typiquement masculin. Donc, en tout cas, dans les représentations sociales. Je ne dis absolument pas que c'est un mode de vie forcément épanouissant. Mais effectivement, il y a cette idée d'une conquête, d'un mode de vie auquel les femmes auraient enfin accès, qui est celui d'une vie où, enfin, elles n'auraient plus, ces femmes, à se soucier des autres. Parce que les femmes, on leur explique sans cesse que leur problème, c'est qu'elles sont sans cesse en train de s'occuper des autres et qu'il faudrait enfin qu'elles s'occupent un peu d'elles-mêmes et qu'elles ont suffisamment de ressources en elles-mêmes pour trouver leur bonheur en elles-mêmes. Ouais. Et donc, cette femme est présentée comme, finalement, un modèle à atteindre, quelqu'un qui trouverait... qui serait autosuffisante. Et ça, c'est un mythe contemporain de l'individu, dans l'autosuffisance, d'une nomade complètement, qui trouve en elle-même D'ailleurs, ça cartonne, son les vacances épanouissement. nomades. Exactement. Entre célib, femmes célibataires, tout à etc. fait. Donc, c'est un modèle de société, c'est plutôt un idéal d'épanouissement qui est proposé un peu à tout le monde. Et la femme dit, moi aussi, je peux finalement ne me soucier que de moi. Et on voit dans les magazines féminins l'éloge de l'égoïsme, etc. Et l'égoïsme, c'est le développement personnel. L'égoïsme va vous rendre heureux. Arrêtez enfin de vous occuper des autres. Bon. Et surtout de votre mari. Particulièrement de votre mari. Mais... Bon, ouais. Et Pauline Arregui, voilà, l'émission est terminée. non. On a des choses à dire. Ouais, en fait, c'est vrai que en fait, dans le féminisme comprend finalement toutes les réalités, c'est-à-dire que l'on soit mère ou que l'on n'ait pas d'enfant. Finalement, la question est un peu la même et les réalités sont d'autant plus compliquées, quoi. C'est qu'on se retrouve toutes dans le même bain, à être tout le temps tiraillés par cette espèce d'image qu'on a dans un coin de la tête, vous savez, comme Milou avec le petit ange, le petit démon. Et on a l'impression qu'il y a toujours deux petites bulles. Ah, mais c'est quand même génial de profiter de ses enfants, par exemple, ou de profiter de ma vie quand on n'a pas d'enfants. De célibataire, je sors quand je veux, etc. Et puis de l'autre côté, on se dit, on a un côté où on a la vie, la vraie vie réelle, où il y a des joies, mais qu'on a tendance à taire, à recouvrir d'un couvercle pour
s'imaginer avoir la vie de ces femmes qui nous font complètement rêver sur les réseaux ou qui ont un discours aussi hyper négatif sur le quotidien. Ça, j'en suis tellement sur Insta que je peux vous en parler pendant des heures. Et c'est vrai que ça n'arrange pas nos affaires, quoi. On est quand même des êtres humains, un peu influençables, conditionnés. On a de la liberté. On est sur Radio Notre-Dame RCF, donc voilà. Pardon Seigneur, mais c'est vrai qu'on est quand même pas si solide que ça, je trouve, par rapport à toutes ces injonctions, certes, mais c'est même ces vents contraires de tentation, on ne sait plus comment on s'appelle, quoi. Au bout d'un moment, qu'est-ce que je veux vraiment ? Je ne sais plus. J'ai envie de rebosser, j'ai envie de penser à moi, de prendre du temps pour moi, et en même temps, c'est pas le moment, et en même temps, on se retrouve là-dedans. Ève, bon courage, Pauline, qui veut réagir. Oui. C'est un espèce de méli-mélo de... Voilà. Oui, après, je pense que les êtres humains ont quand même besoin d'amour, d'affection. Enfin, le couple, la famille reste une norme, pas dans le mauvais sens du terme. Mais même si on ne le dit pas. On a quand même besoin. Voilà, évidemment, ça reste quand même, je sais pas mieux pour tout le monde tout le temps, mais en tout cas, il y a quand même il y a un besoin, il y a des besoins affectifs de l'être humain. Donc, je pense pas que ça va disparaître. Comme ça, même si après, ce qu'on voit aussi dans les médias sur Insta, ça peut être une réaction à quelque chose. C'est pas forcément vraiment une norme que chaque personne va intégrer pour elle-même, je pense. Après, par rapport à la question du divorce et du rejet des hommes dans le couple, en fait, les femmes demandent plus le divorce, mais en fait, c'est pas forcément qu'elles fuient le couple. En fait, il faut savoir que après un divorce, les femmes vraiment perdent en revenus, même au niveau très matériel. Je suis très, très prosaïque. Mais après un divorce, économiquement parlant, c'est très compliqué pour les femmes, en gros. Et elles fuient parce que, on connaît peut-être ou pas l'homme qui laisse la relation se déliter totalement parce qu'il n'a pas le courage de rompre. Voilà. Il y a ça aussi, gros, oui, voilà. D'accord. Donc, il y a beaucoup de femmes qui divorcent, mais en fait, c'est pas parce qu'elles fuient les hommes, parce qu'elles sont devenues féministes. Enfin, je fais exprès de parler de façon un peu caricaturale, mais voilà. Ouais. Après, le rejet des... En fait... Et je peux parler un peu de mon... Moi, je viens de oser le féminisme, quand même. Donc, en fait, j'ai un passé de militantisme. Il faut pas l'oublier, que je me dévoile, voilà. Mais oui, Pauline, au bout de la 3e émission. Oui. Non, et en fait, j'ai écrit un livre avant le dernier qui s'appelle « Et si le féminisme nous rendait heureuses ?» Parce que paradoxalement, c'est le cas, finalement. Après avoir passé par diverses épreuves et difficultés, finalement, c'est le cas. En fait... le rejet des hommes, il y a aussi, grâce au féminisme, une prise de conscience de tout ce qui peut se passer vraiment d'horrible, de destructeur dans la famille et dans le couple. Et en fait, moi, j'ai commencé mon engagement féminisme par rébellion ou colère contre la violence dans le couple. En fait, c'est ça. Donc, en fait, j'ai milité contre le viol conjugal, la prostitution. Maintenant, je travaille sur le sujet de la GPA. Et voilà. Et moi, en fait, au départ, sans étaler ma vie, j'avais été victime d'un compagnon violent. Et en fait, c'est le féminisme, les personnes féministes, les ouvrages, les personnes qui m'ont dit ce n'est pas de ta faute, il n'avait pas à faire ça. Non, tu n'es pas forcément obligé d'accepter tous les sacrifices pour sauver ton couple. Et ça, ce sont les féministes qui l'ont dit. Et il n'y a absolument personne d'autre. Parce que justement, à cause d'une norme qui pèse encore trop. Alors, c'était il y a une quinzaine d'années, donc ça a peut-être changé depuis, j'espère. J'avais 22 ans. Mais en fait, c'est ça. Il y a quand même encore la norme du couple de dire... déjà, quand on est ensemble, il y a un peu l'idée du devoir conjugal qui existe encore, même à cette époque. Voilà, donc une vraie norme sur le fait de rester ensemble. Ouais. Et en fait, le féminisme, ça peut être vraiment très utile, voire salvateur. Voilà. C'est pour ça. Non, mais on est là pour réfléchir, effectivement. Moi, je suis persuadée que... Je suis d'accord certainement avec vous. Non, je suis vraiment d'accord avec vous. Je suis une femme, donc je parle en tant que femme aussi dans cette émission quand même. Alors, justement, Pauline Quillon, vous qui consacrez quand même de nombreux dossiers dans Famille chrétienne, je ne sais pas si vous parlez beaucoup de solitude. Je n'ai pas l'impression. On n'en parle pas tant que ça, et pourtant, c'est un très bon sujet, en effet. Qui touche particulièrement les femmes. Parce que vous voyez, chez les cathos, c'est encore un autre tabou, d'un autre genre, je pense, d'un autre type. C'est plus quelque chose qu'on subit. C'est-à-dire alors, de quoi parlons-nous quand on parle de solitude ? Il y a le sentiment de solitude. Quand on parle de solitude, on peut parler Est-ce qu'on parle des femmes seules parce qu'elles n'ont pas de compagnon, ou est-ce qu'elles sont seules parce qu'elles ne sont pas incluses dans un univers social suffisant ? Se sentent seules. Voilà, donc ce sont deux choses différentes. Effectivement, les femmes qui ne trouvent pas de compagnon vivent encore, en tout cas dans les milieux plus catholiques, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais c'est sans doute aussi le cas, une forme de
dépréciation d'elle-même. Je n'ai pas été choisie, je ne suis pas aimable, etc. Voilà. Il y a quelque chose... je subis une solitude que je n'ai pas choisie. Et ça demeure, effectivement. La question du célibat, c'est non choisi, est une question qu'on et les chiffres sont colossaux. Et c'est pour ça aussi, je me dis, est-ce que l'une des raisons, c'est trop... Alors attention, je ne suis pas en train d'abîmer le féminisme, mais trop de féminisme. Est-ce que, selon vous, il y a l'une des raisons, c'est celle-là? C'est ça ma petite question que je pose. Alors, pourquoi est-ce que les hommes et les femmes ne se rencontrent pas C'est vrai que c'est quand même le cas. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent plus à se lier dans une relation amoureuse plus soutenue? Est-ce que le féminisme est en cause? Je pense en partie, quand on écoute les jeunes générations ou les parents d'enfants qui ont aujourd'hui 18-20 ans. Ils disent quelque chose d'intéressant, c'est que leurs enfants ont une façon de vivre les relations amoureuses qui n'était pas du tout la leur quand ils avaient cet âge-là. À savoir, notamment les parents de jeunes garçons qui confient à leur mère ou à leur père « Je ne sais pas comment m'y prendre, je n'ose pas y aller, cette jeune fille est charmante » ou je ne sais, mais voilà, je n'ose pas l'inviter ceci et cela parce que je vais me prendre un râteau, puis surtout, je vais peut-être donner l'impression que je suis un peu un mâle dominant, etc. Donc, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent, je ne sais pas. Mais c'est ce que beaucoup de garçons disent, à savoir qu'ils n'osent pas y aller. Il faut qu'avant, les choses soient bien définies parce qu'ils ont peur que les femmes ensuite les accusent d'agression sexuelle. Alors, est-ce qu'ils le fantasment, est-ce qu'ils exagèrent ce risque? Je ne sais pas. En tout cas, ça signifie que ça glisse c'est dans l'air du temps, effectivement. Il y a cette crainte. Donc, effectivement, il y a une pensée, il y a une certaine mentalité peut-être féministe ou culture féministe qui se traduit par une méfiance à l'égard de l'approche de séduction de certains hommes. L'idée que c'est aux femmes désormais de faire le premier pas, c'est ce que vont dire beaucoup les garçons. Et les jeunes filles ne sont pas toujours disposées à le faire. Pour beaucoup, sont encore très désireuses, effectivement, de ce mouvement. Donc, il y a un malentendu qui rend difficile, effectivement, la rencontre amoureuse. Donc, en ce sens-là, oui, il y a une forme de féminisme. Mais je pense que ça n'est pas le féminisme, c'est bien autre chose, le féminisme. Bien évidemment. Alors, une femme de Marie Lazaro. À tout de suite. Ses armes et celles d'une femme ne font jamais couler de sang, seulement des larmes à sa manière, sans faire la guerre. Elle défend des causes dont elle peut être fière. On nous relate ses victoires qu'en filigrane, raison de plus pour l'estimer quand elle gagne. Une femme, ça doit se battre en vérité contre des tas de préjugés et d'injustices accumulées. Une femme, ça ne triomphe pas toujours. Non, mais ça n'est jamais, jamais, jamais à court d'amour. Ça n'est jamais à court d'amour. Sa volonté illimitée l'emportera toujours sur sa fragilité.
qu'elle ait jamais portée. Et plus se dressent des barrières, plus elle s'acharne. Ses cris d'amour feront trembler d'autres montagnes. Une femme, ça doit se battre en vérité contre des tas de préjugés et d'injustices accumulées. Une femme, ça ne triomphe pas toujours. Non, mais ça n'est jamais, jamais, jamais à court d'amour. Ça n'est jamais à court d'amour. On n'est jamais à court d'amour. La preuve dans cette chanson et dans cette émission. Trop de féminisme rend-il les femmes de plus en plus seules? C'est la question que nous posons avec Ève Wagerland et son ouvrage L'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité, aux éditions de L'Artilleur. Pauline Arrigui est avec nous, qui est journaliste spécialiste des questions liées aux femmes et à la bioéthique et qui était anciennement membre de pour relier à l'émission du jour, d'Oser le féminisme. Vous qui avez publié ce dernier, l'avant-dernier qui nous intéresse aujourd'hui, on peut le mentionner, et si le féminisme nous rendait plus heureuses, aux éditions Duno. Vous posiez déjà la question dans votre livre, et Pauline Quillon, enfin, qui est journaliste à Famille chrétienne, enquête sur la dysphorie du genre, c'est son dernier livre aux éditions MAM. Mesdames, effectivement, alors je me tourne vers vous, j'ai presque envie de vous citer Ève Wagerland, notamment ce passage, l'individu face à ses choix, on est bien dans notre sujet. Vous parlez effectivement de ce qui est mis en valeur sur, par exemple, les TikTok et autres réseaux sociaux et chaînes qui proposent en effet de vanter, par exemple, tout ce qu'on peut faire de façon libérale, c'est-à-dire la ligature. Alors là, vous parlez effectivement d'une artoise, c'est ça, qui réfléchit à l'idée de se faire ligaturer les trompes. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Ouais. Le début, vous racontez, etc. Le pour, c'est que ça allait me libérer. Que moi, en fait, je ne voulais plus avoir à penser à ma contraception. Et que aussi, j'allais pouvoir me libérer de ce poids de la maternité, même du point de vue de la pression sociale. Alors là, on est vraiment dans notre sujet. Tout le paradoxe. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on voit que chez une jeune fille de cette nouvelle génération... Qui est toute jeune, qui a une vingtaine d'années. Voilà, elle a 23 ans. Elle a opté pour la stérilisation volontaire définitive. C'est vraiment irréversible. Donc, c'est un choix très lourd. Elle est persuadée de savoir qu'elle ne veut pas d'enfant et qu'elle n'en voudra jamais. Et on voit que pour elle, la maternité est vraiment vécue uniquement sous l'angle d'une menace, d'une contrainte qui pèse sur elle. Et le fait de ne plus pouvoir être mère, c'est une libération. Et ça, pour moi, c'est l'aboutissement, c'est un symptôme de ce féminisme d'ambiance dont on parlait, en fait, qui, à force de dire... c'est juste le basculement d'un extrême à l'autre, en fait. Certainement qu'à certaines époques, notamment le 19e siècle bourgeois, la femme était quand même cantonnée dans ses foyers, dans une fonction reproductive. Elle était essentiellement vue comme une mère et peut-être réduite à cela. Et en fait, à force de vouloir rejeter ce modèle pour que les femmes puissent se tourner vers autre chose, on en vient au rejet complet de la maternité qui n'est plus perçue que sous l'angle de la contrainte, de l'esclavage. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment terrible parce que c'est entièrement négatif. C'est une forme de libération qui enferme les femmes dans ce dont vous parliez tout à l'heure aussi, Pauline, cette espèce de refus de toute forme de dépendance aussi, qui finit par être un rejet de l'amour, puis c'est un rejet de tout un tas de notions en fait dont on ne veut plus entendre parler aujourd'hui, celle de sacrifice. Alors évidemment, on a trop dit que la femme était ramenée au fait qu'elle devait se sacrifier pour ses enfants, etc. Mais d'un autre côté, dans le livre où je cite Sartre qui disait que la vie prend un sens à partir du moment où on a trouvé une chose pourquoi mourir. Je pense que c'est quelque chose qui nous parle à tous et qui prouve bien que une notion comme celle de sacrifice, on ne peut pas l'écarter, que ça fait partie des choses qui donnent sens à notre vie, en fait. L'amour, le don de soi, on le sait en tant que chrétien, tout particulièrement. Et donc, oui, il y a de dépendants, il y a de belles dépendances, en fait.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a fini par rejeter en bloc en tant que femme pour un espèce de fantasme d'un individu effectivement autodéterminé, entièrement autonome, qui, à mon avis, voilà, cette illusion de bonheur de surface qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux est très superficielle, je pense. Ouais, Pauline Harrier, finalement, votre livre, le cœur de votre livre consacré au féminisme, la réponse, c'est quoi? Alors pour moi, la réponse, c'est Moi oui. qui ne l'ai pas lu. Oui, pourquoi? Parce que c'est ça, le féminisme, en fait, rend visible des choses que les femmes taisaient, notamment. Il y a aussi des femmes qui sont mères alors qu'elles ne les désiraient pas, et c'est terrible. Ça peut être terrible pour la femme et pour l'enfant qui n'a pas été désiré, qui peut être maltraité, pour qui c'est terrible. Donc il y a ça, des choses qui en fait étaient longtemps complètement tabous, parce que oui, il y a un idéal d'amour des enfants qui évidemment, oui, certaines personnes sont contre, mais non, en fait, de toute façon, ça va revenir. Je veux dire, voilà, il y a des choses qui sont en soi saines, mais ça convient pas absolument tout le monde. Et en fait, il y a des choses qui étaient complètement tabous. Par exemple, voilà, une mère qui en fait n'a pas voulu de son 3e ou 4e enfant et donc qui le rejette pour ça, des choses absolument terribles. Et en fait, le féminisme permet aux femmes d'en parler. Parce que moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant quand j'ai appris l'énoncé de l'émission. Les féministes rendent les femmes de plus en plus seules. Évidemment, on pense au célibat. On pense, on veut plus avoir de mecs. On pense tout de suite à ça. On passe tellement à ça. Mais en fait, déjà, donc seul, ce qu'on disait par rapport aux choix sociétaux, mais en fait, le féminisme crée vraiment des solidarités entre femmes qui sont absolument formidables. En fait, dans les années 70, on l'a pas encore évoqué, ça. Le MLF qui a été créé, en fait, c'était des femmes qui se regroupaient entre elles. Donc, il n'y avait pas d'hommes, pas de regard un peu soit paternaliste, soit en tant que femme, on a intégré qu'on avait comme un tout petit peu envie de plaire. On a intégré comme ça des choses, et donc on ne dit pas la même chose dans des groupes de femmes et dans des groupes mixtes. Et en fait, ces femmes qui se rejoignaient entre elles et qui, pour la première fois, parlaient de viol, de grossesse imposée, d'avortement clandestin, de choses dont en fait, on ne parlait pas. Et c'était... Et en fait, il y a des livres par des historiennes qui parlent de ça. Et de fait, on se sent moins seul quand on traverse tout ça. Totalement. Et ça, merci effectivement les réseaux, pour le coup, font leur boulot. Voilà. Le bon travail, bon travail à ce niveau-là. Mais tout est paradoxal. De toute façon, aujourd'hui, c'est comme ça dans cette émission En quête de sens. Pauline Quillon, en 2024, il est vrai, c'est complexe de se positionner dans un camp ou dans un autre. Donc trop de féminisme nous a-t-il rendu plus seuls? On pourrait presque donner une réponse, même si on n'est pas officiellement seul dans une situation d'état de vie. On pourrait tout avoir une réponse différente à cette question, finalement. Oui. Si on répondait là, on quitte nos oripeaux d'écrivains ou de journalistes ou d'observateurs. Et là, en tant que femme, c'est vrai que c'est pas si simple de répondre. Oui, alors en fait, la question de la solitude est quand même une question sociale majeure qui ne touche pas que les femmes. Et donc, peut-être qu'on focalise sur le féminisme, nous rend-il plus seuls? Peut-être que ça rend... il y a des mutations sociales qui rendent tout le monde plus seul. La solitude est quand même un fléau social aujourd'hui qui touche toutes les strates de la société. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre imaginaire, c'est la personne âgée qui se sent le plus seule. Quand vous regardez les chiffres, plus les personnes sont âgées, moins elles se disent seules, ce qui est quand même... très étonnant. Et le sentiment de solitude touche surtout les jeunes, ceux qui sont a priori le plus inscrits dans des relations, ne serait-ce que scolaires, etc. Donc ça, c'est vraiment très, très surprenant. Et parmi ces jeunes, surtout des jeunes filles. Donc ça interroge surtout nos façons de vivre ensemble. Ça interroge la place des réseaux sociaux, ça interroge notre difficulté à trouver des lieux de sociabilité, et ça interroge également la fragilité de la structure familiale. Donc tout ça, ce sont des phénomènes sociaux. On fabrique des générations de seuls, de gens seuls. Oui, c'est un peu... de garçons et de filles seuls. Absolument. Et puis aussi de jeunes qui ne parviennent plus à entrer en relation avec les autres. Le phénomène du Hikikimoro, qui est un phénomène japonais... Qui était marginal au départ. Oui, qui était très marginal. Donc c'est des jeunes qui sont terrifiés par le monde extérieur et n'arrivent plus à sortir de leur chambre, restent devant leur écran, n'échangent même plus avec leurs propres parents, arrivent en France
France et touche aussi beaucoup de jeunes filles. Donc il y a un effroi face au monde extérieur et ça signifie que la façon que nous avons de vivre, ou le monde que nous proposons aujourd'hui aux jeunes, est un monde qui semble inquiétant, un monde dépourvu un monde dépourvu d'amour, un monde dépourvu de... les relations font peur, et peut-être spécifiquement Les relations aux font filles, peur. parce qu'on leur explique le lieu par excellence de la relation, que la relation amoureuse, évidemment, eh bien, est présenté comme un lieu de danger. Et en un sens, les jeunes filles ont raison, parce que c'en est toujours un. Et peut-être, il y a aussi une brutalité dans les relations amoureuses contemporaines. Et donc, il y a un énorme malaise qui s'exprime dans ce sentiment de solitude. Je l'ai même dit dans l'introduction, la peur de la relation. Vous avez le même point de vue que Pauline sur la peur de la relation, dans vos témoignages que vous avez recueillis, notamment. On voit dans le comportement des adolescents, notamment, et moi j'appartiens à une génération où c'était déjà quasiment le cas, en fait, ce dont vous parliez tout à l'heure, cette attente qui est traditionnelle, disons, du côté de la fille et qui demeure, tandis que les garçons, eux, n'osent plus bouger, en fait, de leur position. Alors, je soulignerai encore une fois que, malgré tout, le féminisme dont on parle depuis le début entretient pour moi un schéma de lutte des sexes. Alors, je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être combattues. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que on est tombé dans une forme d'idéologie, en fait, très orientée, militante, qui fait que ce féminisme d'atmosphère qui est très prégnant à l'école, moi je suis enseignante, il faut voir dans les enseignements comme on rabâche aux jeunes à longueur de journée que déjà tout le passé a été un patriarcat où les femmes étaient soumises. C'est vraiment très caricatural. Ouais. Donc ça donne en plus une image négative de la féminité qui semble avoir été un esclavage de tout temps, alors qu'il y a vraiment des variations très fortes entre les époques. La femme du Moyen-Âge n'est pas du tout la bourgeoise recluse du 19e siècle. Donc il faudrait sortir de ces caricatures. Et par ailleurs, on se focalise toujours sur ce qui relève d'un inconvénient pour les filles et jamais pour les garçons. Et ça m'agace parce que dans le système scolaire, par exemple, ceux qui sont victimes sont les garçons. Ils ont un effondrement du niveau qui est spectaculaire c'est amusant, depuis l'année 1968, qui est celle de la révolution et libertaire. Notamment au bac, ils ont 10 points de recul en pourcentage par rapport aux filles depuis l'année 68. Par exemple, ça, on ne va jamais s'en soucier. Moi, je veux bien qu'on se soucie de tout ce que subissent les femmes, de tout ce qu'elles... Évidemment, je suis une femme, quand je souffre de quelque chose, j'ai envie qu'on en parle. Mais ce que peuvent subir les garçons, par ailleurs, n'est jamais mis en avant. Il y a des pressions. Moi, ce qui m'amuse, par exemple, c'est que les féministes aussi s'occupent pas mal de choses dérisoires, comme la contrainte de l'épilation pour les femmes, sans voir que d'un autre côté, les garçons se sentent obligés d'aller faire de la muscu, parce que dans l'imaginaire collectif, un homme est plus fort qu'une femme, il est un peu plus musclé, donc ils veulent entretenir ça. On va jamais avoir un établissement scolaire qui fait un projet autour du fait que les garçons se sentent obligés de faire de la musculation. Tout le monde s'en fiche. Et quelque part, j'ai envie de dire, oui, on s'en fiche un petit peu. Mais tout autant que l'épilation pour les femmes. Et tout autant que l'épilation pour les femmes, en fait, qui n'est pas un drame non plus. C'est aussi, pour moi, le prolongement de la nature et de la féminité qui fait que nous sommes naturellement avec une pilosité inférieure et que nous essayons d'entretenir cet aspect. Voilà. C'est peut-être pas la peine d'en faire des débats pendant des siècles. Et donc constamment, on est dans ce discours qui ne voit les inconvénients que pour les filles, que ce que subissent les femmes, et toujours sous un certain angle aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des violences réelles qui peuvent exister dans le couple, et en off, on mentionnait la question de la pornographie. Il me semble que dans le militantisme féministe de ces dernières années, on se soucie d'écriture inclusive, on se soucie d'épilation féminine. Je vois très peu mise en avant cette question de la pornographie qui, pour le coup, est dramatique. Ça donne une image de la femme. Mais parce que quand on fait ça, on est un vilain cathoréaque, peine à jouir, qui ne veut pas de la pornographie. Ouais. Mais ça, c'est un sujet. Si on était de réels féministes, on se saisirait
en priorité de ce genre de choses, qui sont dramatiques peut-être, effectivement, et créent des violences aujourd'hui toutes nouvelles. Alors, heureusement qu'il y a des envers les Thérèse femmes. Argot qui sont invitées un petit peu partout. Je cite elle, mais il y en a d'autres qui promeuvent justement, enfin en tout cas qui condamnent absolument la pornographie à Et c'est tous vrai les Au étages. niveau du discours médiatique dominant, Dominant, c'est quand même pas encore le cas. c'est C'est pas pas encore à ce ancré, Voilà. effectivement, son discours. Mm. Eh bien, écoutez, est-ce que ce serait pas l'heure de se séparer ? Me semble-t-il que si, me dit-on Désolée, j'ai là-bas, parlé de trop l'autre longtemps. côté. Non, au contraire, ça me rend à l'heure, ça me rend ponctuelle. Vous voyez, ce qui est rare dans cette émission, on peut le préciser. Woman, tout simplement, signé Bristol. À tout de suite. You've gotta be fortunate. You've gotta be lucky now. I was just sitting here, thinking good and bad. But I'm the kind of woman that was built to last. They try to reason me, they couldn't wipe out my past. To save my child, I'd rather go hungry. I've got a home of Ethiopia inside of me, and my blood flows through every man. And this gorgeous land that delivered me, I've cried so many tears, even the blind can't see. This is a woman's world. This is my world. This is a woman's world. For the chance then a woman in this world. Not a woman, a little girl that can deliver love in a man's world. I've fallen and I've prayed, I've cleaned and I've fed, and for my healing winds, I've been called a witch. I've struggled in the fire, I've been called a liar. I've died so many times, I'm only just coming to life. This is a woman's world. This is my world. This is a woman's world. For the slaves, and a woman as well. Not a woman, a little girl that can deliver love to a man's world. And my blood flows through every man and every child in this godless land that delivered me. I've cried so many tears, even the blind can see. This is a woman's world. This is my world. This is a woman's world. For the slaves, and a woman as well. Not a woman, a little girl that can deliver love in a man's world. This is a woman's world. This is my world. This is a woman's world. This is my world. Woman, Bristol, sur Radio Notre-Dame. Je ferais mieux d'éviter l'accent. Trop de féminisme rend-il, en tout cas, les femmes de plus en plus seules. Réflexion menée depuis
Quelques minutes avec Ève Waguerland et son livre L'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité à l'artilleur. Précisons également que vous êtes enseignante dans un collège, vous êtes professeur de français, et c'est intéressant que vous nous racontiez effectivement ce qui se passe dans la transmission, justement, tout ce qu'on peut entendre de la part des enseignants quand on est collégien, adolescent, en construction. Voilà, tout ce qui peut être transmis, tout ce qui peut être développé comme sujet aussi pendant l'année, je ne sais pas dans quelle matière, mais visiblement dans toutes les matières, me disiez-vous, sans hésiter, Ève, autour de ces histoires de féminisme. Sauf peut-être le BS et encore, je ne sais pas. Ses parents, les garçons et les filles, je ne sais pas ce qui s'y passe, mais bon, bref. Pauline Arreguet est également avec nous, journaliste que vous êtes, qui avait publié précédemment « Et si le féminisme nous rendait plus heureuses » aux éditions Duno. Et puis le dernier, quand même, Les ravages du genre. C'est un peu une suite, hein, voilà. Ouais. Aux éditions du Cerf, vous qui vous intéressez aux questions notamment liées aux femmes et à la bioéthique. Et Pauline Quillon-Enfant, journaliste affamée chrétienne, auteur de enquête sur la dysphorie du genre chez MAM et auteur d'un dossier autour de la natalité. Voilà, à découvrir tout bientôt. Voilà, très bientôt. Alors, je vais encore vous citer, chère Ève. Qu'est-ce que le bonheur ? Sinon, jouir au maximum des joies quotidiennes, ne pas se soucier de l'avenir, être sensible à toutes les manifestations d'amour, déborder de reconnaissance, de connaître ni la haine, ni la jalousie, ni l'ambition, voilà, etc. Alors, vous citez, ça j'ai pris ça n'importe comment dans votre livre, c'est une lettre écrite par la mère d'une enfant trisomique, mais c'est un discours qu'on peut entendre aujourd'hui et qu'on entend énormément dans le cadre aussi d'un féminisme qui s'est installé. Est-ce que c'est un lien ? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a parlé de l'égoïsme. Qui parlait d'égoïsme au début ? C'était vous d'ailleurs, hein, Ève, relayé par Pauline. L'éloge de l'égoïsme. L'éloge de l'égoïsme. Et en fait, on se rend compte à quel point on a l'impression comme ça, on se dit mais oui, elle a raison, on a tous le droit au bonheur, on a tous le droit d'être libre, d'être seul, c'est merveilleux, on a des comptes à rendre à personne. En fin de compte, au bout du compte, bilan des courses, eh bien, le bonheur est-il là ou pas ? Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cette dame, finalement ? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que là, la lettre en question, c'est celle donc, de la mère d'un enfant trisomique qui explique tout simplement la manière de vivre de son enfant, c'est-à-dire une sorte de gaieté, de simplicité, d'absence d'ambition. Et elle dit, qu'est-ce que le bonheur sinon cela pour expliquer le fait que voilà, c'est dans le cadre de la lutte contre l'IVG systématique, IMG plutôt, en ce qui concerne vous dites que c'est jusqu'à la veille, hein, à la veille de la oui, alors c'est vrai que là, c'est pas exactement notre sujet, mais oui, l'IMG en cas de trisomie, c'est jusqu'au 9e mois. Donc, sachant qu'il s'agit d'une maladie aujourd'hui qui n'est pas mortelle, avec une espérance de vie de 50 ans pour les enfants trisomiques. Et là, en l'occurrence, voilà, la lettre s'adresse au professeur Legène qui a lutté toute sa vie, puisqu'il avait découvert le gène de la trisomie dans le but d'essayer de soigner ses enfants, et ça a été utilisé pour les supprimer. Mais c'est un discours à contre-courant. Ce que je veux dire, c'est que la définition du bonheur qu'on a aujourd'hui, qui est au contraire le contraire, c'est-à-dire l'ambition, jouir au maximum de tout ce qui peut être jouissif. Enfin voilà, c'est le plaisir, pas la contrainte, sans contrainte évidemment, sans effort, etc., etc., etc. Et la quête sans fin, voilà, du plaisir de la vie, j'ai droit au bonheur, comme indique l'un des un spectacle en ce moment à Paris. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question, puisque c'est lié à notre finalement à notre question du jour. Hein. C'est vrai que cette notion de droit avec notamment la marchandisation de l'enfant, en fait, je pense qu'elle n'apporte pas de bonheur pour les femmes. C'est ce qu'on disait aussi à un moment sur la culture du choix, qui en fait est plus une contrainte qu'autre chose, parce que les femmes choisissent énormément dans la sphère familiale. Maintenant, c'est elles, comme elles ont la maîtrise de la contraception, elles décident ou non d'avoir un enfant. Ensuite, c'est sur elles seules que repose la décision en cas d'avortement, avec quand même une mise à l'écart un peu du père dans toutes ces décisions, sachant que, encore une fois, après, en cas de divorce, c'est à l'initiative de la femme très souvent, et c'est aussi elle qui gardera les enfants. Donc, finalement, la femme dans la sphère familiale est très dominante maintenant, en dépit de tout le discours victimaire qu'on entend. Mais ça ne la rend, je pense, pas forcément plus heureuse, parce qu'il y a cette responsabilité, et il y a toute une partie sur l'éducation des enfants, c'est-à-dire ça crée une angoisse, le fait d'avoir tout décidé, en fait.
crée une responsabilité énorme qui n'est pas partagée en plus de moins en moins dans le couple et avec le reste des membres de la famille. Et ça pèse énormément sur les femmes. On voit qu'en matière d'éducation, celles qui consultent les psys, les orthophonistes, c'est toujours à l'initiative des mères qui ont une angoisse éducative, qui ont peur d'être dans l'échec en fait. Mais parce l'enfant n'a pas été reçu comme un don, il a été l'objet d'une planification de leur part, et ensuite elles ont peur d'être dans l'échec. Et ça crée beaucoup d'angoisse, je pense, chez les Et femmes. même chez toutes les femmes en général, il y a une espèce peut-être que c'est intéressant, c'est peut-être généré par cette espèce de choix tout puissant, quoi. Enfin, de choix au pluriel qui sont sans fin. Et par conséquent, ça donne aux femmes aujourd'hui encore plus, même aux hommes, hein, on peut le dire. Je pense que Pauline Quéron, vous diriez les deux. Ça donne encore plus, mais aux femmes en particulier, encore plus d'injonctions, enfin d'exigences folles, quoi. C'est presque ça, à être au top. Puisqu'on a choisi, il faut être au top de ses performances au travail, dans ses performances au travail, en famille, entre amis. C'est l'effet pervers, effectivement, de la notion de projet parental et cette idée que les femmes peuvent tout tenir en même temps. C'est ça. Et ce qui était évidemment, il faut le dire, impossible. On ne peut pas parfaitement, absolument réussir dans tous les domaines. La presse, parfois, nous présente des figures de femmes qu'on est censé admirer parce qu'elles tiennent tout. Elles ont 4 enfants, une carrière extraordinaire, etc. Une maison nickel, etc. Objectivement, il faut un gros patrimoine financier pour que ça soit possible. Il faut une santé de fer, il faut une personnalité exceptionnelle. Ça n'est pas le destin commun des femmes. Et donc, on explique aux femmes qu'elles sont nulles si elles n'arrivent pas à tout tenir. Et même quand elles n'ont pas d'enfants, hein, c'est la même chose. Tu dois être heureuse, quoi. Regarde tout ce que tu peux faire. Tu peux vivre le succès, tu peux l'atteindre dans tous les domaines de ta vie. Vous voyez ce discours-là ? Oui, mais malgré tout, il faut quand même y voir ce que ça a de bon. Enfin, cette ouverture des possibles, qui aujourd'hui serait susceptible ou accepterait d'y renoncer ? Quelle femme aujourd'hui, même la plus traditionnelle qui soit, verrait de bon cœur, finalement, les hommes avoir la maîtrise de son chéquier, la maîtrise de tous les faits et gestes, l'autorisation pour sortir. C'est pas si loin, hein, faut pas l'oublier. Il y a des choses, effectivement. Bon, personne n'aurait envie de revenir à une chose pareille. Et effectivement, il y a quand même dans cette idée d'un carcan ou d'un contrôle social qui s'est libéré sur les femmes, des choses extrêmement... vraiment très bonnes, dont nous bénéficions et dont nous n'avons plus tellement conscience. Hein. Moi, j'échangeais récemment avec la maman d'une amie de ma fille qui est marocaine et qui vit en France depuis quelques années seulement. Et je lui demandais si sa famille lui manquait. Parce qu'elle vit dans un petit appartement. Elle me dit, mais moi, j'aurais beaucoup de mal à revenir vivre au Maroc, me dit-elle. Pourquoi ? Pour une raison très simple. J'ai une serrure, je peux fermer la clé. C'est-à-dire que je peux vivre dans ma sphère familiale, finalement, sans être dans ces structures traditionnelles où l'autre peut toujours entrer, effectivement. Et donc, la modernité, c'est aussi la possibilité de choisir qui on voit, à quel moment. C'est la possibilité pour une femme de se ménager des moments de solitude. Parce que la solitude, là, on le voit absolument comme une absence, mais c'est aussi un lieu de ressourcement. C'est pas absolument quelque chose de certaines négatif. en ont trop et d'autres pas assez. Quoi. Absolument. Il y a une solitude dont on souffre, mais la solitude... mais oui, c'est aussi quelque chose, c'est aussi un temps qui peut être un temps très fécond, à condition qu'il ne soit pas subi. Et donc, ça, c'est quand même cette liberté laissée aux femmes, un droit à la solitude, un droit à ne pas se marier à 18 ans, voilà, à faire des études longues, à choisir. C'est une bonne chose. Mais effectivement, après, il peut y avoir une difficulté à raccrocher finalement une vie amoureuse, familiale, qui va être très importante pour l'épanouissement des femmes. Ouais. D'autant qu'on connaît bien le phénomène, je crois qu'il a un nom, mais il m'échappe, qui veut que dans une société, ce sont les femmes diplômées et les hommes sans diplôme qui sont les plus seuls, parce que les femmes cherchent un compagnon égal ou supérieur, etc. Donc, par définition, effectivement. Donc, la solitude, elle se joue là, pour ces femmes-là. Mais malgré tout, on ne peut pas renoncer
Est-ce que- Heureusement qu'elle est là, Pauline Quillon, hein, pour faire les lèches. Moi, je me fais Alors, l'avocat si je du diable peux- depuis si le je peux début. faire On va me une prendre pour toute une petite tradie remarque. wives à la fin de l'émission, vous Non, savez. non, je pense pas, mais voilà. Mon J'ai Dieu, juste un Eve mot, Guerland. C'était au sujet de la femme marocaine, etc. Ouais. Juste, je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan ce qu'ont vécu les femmes par le passé en Occident avec les schémas patriarcaux qu'il y a dans le reste du monde. Justement parce qu'on était dans des sphères chrétiennes où, par exemple, le statut du mariage, c'est quand même le libre consentement mutuel. Il n'y a pas de culture en France, il n'y a jamais eu de culture d'enfermement de la femme. Les femmes ont toujours hérité comme les hommes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup tendance à plaquer ce qui peut se passer, notamment dans des pays musulmans, dans certaines communautés aussi en France, et se dire que nous, on était comme ça avant. Non, c'était quand même pas terrible au 19e. C'était pas Enfin, terrible au c'était pas 19e, au point, voilà. vous voulez dire que c'était. Mais le pas 19e, même c'est niveau. le pire, et justement à une époque déjà où on s'éloigne du christianisme. C'est ce qui est assez intéressant. Mais voilà, on n'était pas voilà, dans une culture de soumission de la femme, je pense, non plus équivalente. Je Ouais, dis pas, c'est ça. je dis pas qu'il n'y avait rien, Mm. mais je dis que c'est pas semblable. Quand même. Ah oui. Mais ça, Faut c'était quand aussi même, juste, quand même un exact. exemple intéressant. C'était Mais quand même un exemple c'est tout vrai à que fait, dans les bien sûr. structures dans la prise de sociales, conscience Oui. qu'on peut avoir Oui. de ce qu'on Puis, a hérité. De ce c'est dont dire on a que ce sont des structures sociales, des façons de vivre effectivement qui impliquent Ouais. des difficultés Mm. particulières, mais qui ont aussi des. Donc c'est un, il y a effectivement, merci quand même le féminisme, Pauline Arrigui, vous n'allez pas dire le contraire pour terminer l'émission finalement, mais il faut bien user, voilà, de cette liberté, et de pas se dire, de pas se plaindre de ce qu'on n'a pas, quoi. En fait, c'est toujours aussi ça la quête désespérée de ce qu'ont les copines, de ce qu'ont les autres et qu'on n'a pas, quoi. Ça, c'est ça, je trouve, qui est difficile, moi, je trouve, hein, aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, C'est et puis difficile. Hein. aussi, et puis aussi de tisser d'autres liens. Alors, le couple, j'ai absolument rien contre, les féministes n'ont rien contre, mais d'autres liens, les solidarités entre femmes, solidarités transgénérationnelles, les mères, les filles, les enfants, grand-mères, C'est voilà, vrai. d'autres liens, parce Ouais. qu'en fait, on est dans une société atomisée, on est toutes d'accord Et pour on en a le d'autant déplorer, plus besoin. et on a besoin de solidarité dans la famille, Ouais. pour justement que les femmes ne soient pas si seules face à des choix qui sont Renouer très, très avec ça. difficiles. Ouais. Merci pour cette belle conclusion, mesdames. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Pauline Quillon, votre livre, je le rappelle, Enquête sur la dysphorie du genre chez MAM, le papier sur la natalité, évidemment dans Famille chrétienne. Pauline Arrigui, merci beaucoup. Et votre livre ici, Le féminisme, nous rendait plus heureux chez Duno. Puis le petit dernier, Les ravages du genre au cerf. Et puis Eve Guerland, merci enfin. Vous et l'effacement des mères du féminisme à la haine de la modernité à l'artilleur. Merci infiniment, mesdames, pour votre belle réflexion, notre bel échange, je le crois en tout cas. N'hésitez pas à réagir, chers auditeurs, à l'adresse suivante, mariange.demontesquieu@radionotre-dame.com. Répondez peut-être à la question pour vous. C'est quoi le féminisme aujourd'hui? Et rend-il les femmes plus heureuses, plus seules? Plus 3 petits points, point d'interrogation. À vous d'y répondre. Merci également à Cédric Oba pour avoir réalisé l'émission, ainsi qu'à Jessica Vianini pour l'avoir préparée. Très bonne soirée à tous.